Cette petite boîte de Doliprane, la plus demandée du pays, est en passe de basculer sous pavillon nord-américain à cause de vous. Emmanuel Macron a annoncé relocaliser le médicament. Apparemment, il aura confondu le Calvados et la Californie. Car Sanofi vend sa filiale Opella, et non pas Orpella, comme quoi les clauses Molière, il faut se les appliquer avant d'en parler aux autres. 1700 salariés en France, vendus au fonds Clayton, Dubilier & Rice. Les marchés sont contents, puisque l'action Sanofi est passée de 85 € cet été à 102 € au moment où nous parlons. Oui, Sanofi, que vous avez arrosé de plus de 1 milliard d'aides publiques alors qu'elle ferme des laboratoires. Sanofi, qui a choisi l'acheteur exclusivement en fonction du cours boursier et, bien sûr, un chèque de 200 millions d'euros pour la directrice, Madame von Ongeval, sans aucune préoccupation ni pour les emplois, ni pour les qualifications, ni pour la souveraineté sanitaire de notre pays. Quant au fonds qui a été retenu, Clayton machin, là, on les connaît. On les connaît, c'est eux qui ont acheté But et Conforama. La main sur le cœur, on va maintenir l'emploi, rien ne bougera. Bilan, des milliers de licenciements qui ont été programmés et effectifs. Ces gens sont donc des menteurs professionnels. Ce sont des menteurs professionnels, leurs engagements ne valent rien. Pourtant, M. Ferracci, ministre de l'Industrie, vient nous dire que Clayton est un fonds, je cite, sérieux, qui présente des perspectives positives. Êtes-vous des ministres de la République ou êtes-vous le service après-vente de la Bourse de New York? On se demande en vous entendant. Nous exigeons donc la nationalisation du groupe Sanofi. Il faut cesser de gaver des actionnaires qui trahissent l'intérêt national. Reprenons le contrôle. Vous avez cité beaucoup de monde. Si j'avais été vous, j'aurais sans doute cité d'abord les salariés de Lisieux et de Compiègne, dont on parle et qui ne peuvent pas être l'objet des polémiques, et des accusations personnelles, quelle que soit leur véracité. J'ai eu l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale il y a quelques minutes. Écoutez, ça concerne les salariés. J'ai eu l'occasion d'exprimer devant la représentation nationale il y a quelques instants les engagements très précis que nous demanderons, qu'il s'agisse de l'empreinte industrielle, du maintien de l'emploi, de la localisation du siège, de la recherche et développement. Et je l'ai dit et je le redis, monsieur le député, que nous ne nous interdisons rien dans le cadre de la loi qui est prévue. Et donc, possiblement, je l'ai dit, d'une question de présence de l'État et de l'ensemble des outils à mobiliser dans le cadre du décret IEF. Peut-être quand même m'étonner, au fond, ce n'est pas si surprenant que ça, que nous n'ayons pas tout à fait la même vision de l'intérêt d'avoir des usines et de l'investissement en France. Et quand je compare l'action que nous menons depuis quelques années, l'action que nous menons maintenant sous l'autorité du Premier ministre, je me dis que si nous avions appliqué le programme que certains promeuvent ici en termes d'imposition, en termes d'emploi et en termes d'attractivité, il n'y aurait peut-être dans ce pays ni investisseurs, ni usines et à la fin, sûrement pas d'emploi. Évidemment, vous avez mis 7 ans pour comprendre qu'on n'avait pas la même vision. La vôtre, on la connaît. Elle a donné Alstom, STX, Alcatel, Aéroport de Toulouse, etc., etc. Donc apprenez de vos erreurs et nationalisez immédiatement. Merci. Pendant 7 ans, les gouvernements macronistes ont organisé le désarmement fiscal de la France avec leur baisse d'impôts pour les plus aisés et les grandes entreprises. Ils ont creusé le déficit et maintenant, vous venez présenter la facture aux Français. Et la facture, elle est salée et elle est injuste parce que votre budget, c'est comme le titrait Alternatives économiques, l'austérité pour tous plutôt que des hausses d'impôts pour les plus riches. 2 milliards de contributions pour les hauts revenus, ce n'est en effet même pas ce que les plus riches ont économisé avec la transformation de l'ISF en IFI. Résultat, un budget qui sacrifie ce qui fait la force de la France, son modèle social et ses services publics, avec 4 000 postes d'enseignement supprimés dans l'éducation nationale et 10 milliards de coupes dans les dépenses sociales. Un budget qui met les collectivités locales à genoux, avec 8,5 milliards d'euros de coupes budgétaires et toutes les conséquences que cela aura sur l'action sociale, sur le cadre de vie et sur le quotidien des Français. Permettez-moi tout d'abord de confronter votre vision sur la baisse d'impôts et les effets
que ces baisses ont eu dans le pays, parce que autant nous avons rappelé à quel point notre pays a protégé ses concitoyens, l'emploi, les entreprises et les territoires pendant les crises, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que si notre pays est le pays le plus attractif d'Europe depuis 5 ans, si notre pays a ouvert plus d'usines qu'il en a fermé, si notre pays a enfin vu le chômage baisser de 2 points dans notre nation, c'est précisément parce que nous avons rendu notre tissu industriel et nos entreprises compétitives. Alors oui, la baisse d'impôts, ce sont des recettes en moins si vous baissez le taux, sauf que vous rendez l'assiette dynamique. Et regardez par exemple l'exemple qui a été fait sur le PFU, la flat tax. Vous avez eu des rendements supérieurs directement liés à la flat tax après l'avoir voté lors du projet de loi de finances pour 2018. Et ce n'est qu'un exemple, nous pourrions en avoir plusieurs. Et nous en aurons pendant le débat de loi de finances. Nous n'avons pas la même vision sur la politique de l'offre et sur la politique d'attractivité, je vous l'accorde bien volontiers. Mais je vous demande juste de regarder avec vérité, pour ne pas paraphraser le Premier ministre, les résultats en termes d'emploi, en termes d'attractivité et en termes de création d'usines dans notre pays grâce à cette politique de baisse de fiscalité. Maintenant, sur votre question concernant le filet fiscal ou le plancher fiscal, comme vous voulez l'appeler, concernant les plus hauts revenus. Nous proposons, dans le projet de loi de finances pour 2025, qu'un certain nombre de foyers, ceux qui sont aujourd'hui soumis à la contribution exceptionnelle aux revenus, c'est-à-dire un revenu fiscal de référence de 250 000 € pour une personne seule, que cela ne puisse pas optimiser leur impôt moyen en deçà de 20%. Dit autrement, on ne peut pas utiliser les niches d'optimisation pour avoir un taux moyen d'imposition en deçà de 20%. C'est une question de justice fiscale et nous le proposons dans ce texte. Vous parlez de l'imposition sur les superprofits. Nous ferons une proposition de taxation des très grandes entreprises, chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros, qui permettront justement de contribuer à l'effort national. Au moment même où nous prenons la parole dans cet hémicycle, le génocide se poursuit implacablement à Gaza. La famine y fait rage. La Cisjordanie, elle aussi, est en proie aux flammes et au sang. Le tourbillon de souffrance imposé à la Palestine s'étend désormais jusqu'au Liban. Israël bombarde Beyrouth, rase des villages entiers dans le sud Liban. Combien de temps va-t-on assister à cette indicible horreur, voir des corps brûlés, ensevelis, meurtris, des hommes et des femmes qui tentent d'échapper au bombardement, des enfants au milieu des ruines, des hommes et des femmes qui réclament la libération de leurs proches otages, des prisonniers politiques torturés. De Der Yassin à Der El-Bala, de la guerre au Liban en 82 à celle de 2024, des bombardements sur Gaza en 2008, 2009, puis en 2014, puis en 2023. La guerre nourrit la guerre, semant toujours plus de haine, éloignant toujours plus la paix et la justice. Nous nous refusons à cette idée, celle que la justice ne viendrait jamais, que les Palestiniens n'auraient pas droit à l'humanité. L'humanité pour tous, voilà pourquoi nous nous battons. Et pour cela, les Palestiniens et les Libanais ne peuvent pas disparaître derrière des figures de style creuses, des mots vides d'action, des remontrances amicales ou des menaces réputationnelles. Les attaques contre les casques bleus ne sont pas simplement un crime de guerre parmi tant d'autres dans ce conflit. Les casques bleus sont les derniers témoins des exactions commises et ils incarnent le droit international, un droit qu'Israël foule impunément. En s'en prenant aux casques bleus, Israël et son gouvernement d'extrême droite envoient un message très clair. Ils iront jusqu'au bout en exterminant tout obstacle à leur projet d'extension. Et le droit international n'est qu'un obstacle à leur velléité suprémaciste. Il est temps d'imposer des sanctions. Alors, allez-vous vraiment les prendre ou allez-vous encore laisser faire ? Qui a perpétré le 7 octobre de l'année dernière le pire massacre antisémite de notre histoire depuis la Shoah, porte une très lourde responsabilité. Ceci étant dit, la France ne détourne pas le regard. Et le bilan de cette tragédie, vous l'avez rappelé, s'alourdit d'heure en heure, à Gaza comme au Liban. À Gaza, 15 morts dans le bombardement d'une école avant-hier, 4 morts et une quarantaine de blessés, dont des femmes et des enfants, dans le bombardement de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa hier. Au Liban et en Israël, 4 soldats tués dans une attaque par drone déclenchée par le Hezbollah. 22 morts, dont des femmes et des enfants, dans le bombardement du village chrétien d'Aïtou au nord du Liban. 5 casques bleus blessés dans des tirs de Tsahal au sud du Liban. Je l'ai dit la semaine dernière en réponse à la question de M. Lecoq,
La France a été à l'initiative s'agissant de Gaza en étant le premier pays à convoquer une conférence humanitaire un mois après le 7 octobre, en étant le premier pays occidental à soigner des Gazaouis, en étant moteur dans la création de régimes de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents, et en étant l'un des seuls pays à soutenir directement l'autorité palestinienne. Mais puisque vous évoquez la situation des casques bleus, permettez-moi de me joindre à ce que vous avez dit en dénonçant ces attaques qui sont une violation manifeste du droit international. C'est la raison pour laquelle le président de la République, avec ses homologues italiens et espagnols, ont dès vendredi condamné ces attaques. Ces attaques ont été condamnées également par les 27 hier et par le Conseil de sécurité des Nations Unies hier soir. Et aujourd'hui, le président de la République réitérera ses condamnations auprès du Premier ministre israélien. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.